J'ai acheté une nouvelle maison dans les Cévennes pour enfin être seul avec la nature, sans bruit, sans personne, juste le vent dans la cime des arbres. C'est alors que mon gendre a appelé et m'a dit « Mes parents vont emménager chez toi. Si ça ne te plaît pas, retourne à Paris. » Je n'ai rien dit, mais je leur ai laissé une surprise qui allait bouleverser leur vie. Mais avant de continuer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne et écrivez en commentaire « D'où regardez-vous cette vidéo ?» Nous aimons savoir jusqu'où voyagent nos histoires. J'ai passé 42 ans à travailler comme infirmière cadre dans un hôpital parisien. 42 ans de garde doublée, de jours fériés manqués et de week-ends sacrifiés. Chaque centime économisé nourrissait un rêve unique. Une petite maison en pierre isolée au cœur des Cévennes, où le silence serait ma seule compagnie. Quand j'ai finalement signé l'acte de vente de ce petit lopin de terre, à 65 ans, j'ai senti comme si un poids de 4 décennies m'était retiré des épaules. La propriété était modeste. 2 chambres, un salon avec une cheminée en pierre, une cuisine compacte et une terrasse qui entourait toute la structure. Mais pour moi, c'était un palais. « Félicitations, Madame Hélène », m'a dit Marc, l'agent immobilier, en me tendant les clés. « Vous êtes maintenant officiellement propriétaire de 2 hectares de paix et de tranquillité. » Les clés pesaient dans ma main, chargées de promesses. Je me suis rendu à ma nouvelle maison le même après-midi, en suivant des routes de plus en plus étroites, jusqu'à ce que l'asphalte cède la place à la terre. Le signal du téléphone portable diminuait progressivement. D'abord 4 barres, puis 3, 2, 1, jusqu'à disparaître complètement. Parfait. La maison est apparue après un virage, exactement comme sur les photos, mais infiniment plus belle en personne. Un toit en lauze, des murs en pierre, une cheminée robuste, et tout autour, rien d'autre qu'un vert intense. J'ai garé la voiture, posé les mains sur le volant et respiré profondément, laissant les larmes couler librement. J'étais enfin chez moi. Les premières semaines furent un pur bonheur. Je me réveillais avec le lever du soleil. Je prenais mon café sur la terrasse en observant les mésanges et les pinsons colorés. Je me promenais sur la propriété, reconnaissant chaque arbre, chaque buisson. Le soir, je m'asseyais près de la cheminée avec un livre et un verre de vin, tandis que le silence de la forêt me berçait. C'était exactement comme je l'avais rêvé, jusqu'à ce que l'appel téléphonique arrive. J'ai dû conduire 8 kilomètres jusqu'au seul point où le portable captait un signal, car l'appareil avait sonné alors que j'étais en ville pour faire des provisions. C'était Marianne, ma fille unique. « Maman, heureusement que tu réponds. On a un sérieux problème ici. » Quelque chose dans sa voix m'a fait serrer le téléphone plus fort. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Les parents d'Édouard ont perdu leur maison. Un problème avec la banque. Quelque chose à propos de paiement en retard. Ils vont venir vivre chez toi pour quelques mois. Le choc m'a laissé momentanément sans voix. Édouard était mon gendre depuis 15 ans, un homme qui m'avait toujours traité avec une distance polie. Ses parents, Albert et Rebecca, m'étaient pratiquement étrangers. « Marianne, j'ai acheté cette maison pour être seule. Elle est petite, il n'y a que 2 chambres. Maman, ils n'ont nulle part où aller. Ce sont les grands-parents de tes petites filles. Édouard est déjà en train d'organiser leur déménagement. Ils arriveront la semaine prochaine. » J'ai essayé d'argumenter, d'expliquer que la maison n'avait pas la structure nécessaire, que l'isolement n'était pas adapté à des personnes âgées avec des problèmes de santé, que j'avais économisé pendant des décennies pour avoir cet espace rien que pour moi. Mais chaque objection fut accueillie par des accusations d'égoïsme. Franchement, maman, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi insensible. Ce sont les parents d'Édouard. Ils perdraient leur dignité en allant dans une maison de retraite. L'appel s'est terminé brusquement, me laissant abasourdi. Je suis retourné à ma maison, le ventre noué. On ne m'avait même pas demandé si j'acceptais. C'était une imposition, pas une requête. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté la maison, touchant les murs, regardant les quelques meubles que j'avais achetés avec tant de soin. Chaque pièce avait été choisie pour compléter mon rêve de paix et de simplicité. Et maintenant, sans ma permission, des étrangers allaient occuper cet espace. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'Édouard lui-même. « Hélène, juste pour confirmer, mes parents arriveront vendredi. J'envoie leurs affaires demain. Is the process? » Sa voix était froide, comme s'il parlait à une employée, pas à la mère de sa femme. « Édouard, attends, nous devons en parler. Je n'ai pas la structure pour. »« Écoute, Hélène, m'a-t-il interrompu. Si l'idée ne te plaît pas, tu peux retourner à Paris. La maison que tu as vendue n'a pas encore trouvé preneur. » Ces mots ont tout révélé. Ce n'était pas une situation temporaire. Il voulait ma maison,
mon rêve, mon refuge, et il s'attendait à ce que j'y renonce simplement. Quand j'ai raccroché, quelque chose avait changé en moi. L'infirmière patiente et conciliante que j'avais toujours été avait laissé place à une femme prête à se battre pour ce qui lui revenait de droit. Je n'abandonnerai pas mon rêve sans résistance. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à prendre des notes. Je n'agirai pas par impulsion ou par émotion. Je planifierai chaque étape avec le même soin et la même précision que j'avais consacrée à mes patients pendant 4 décennies. S'ils voulaient la guerre, ils défiaient la mauvaise stratège. D'abord, je devais comprendre exactement ce qui se passait. Pourquoi les parents d'Édouard, qui avaient toujours semblé financièrement stables, auraient-ils soudainement perdu leur maison? Pourquoi ma fille, qui avait toujours respecté mon indépendance, me mettait-elle maintenant une pression si intense? Il y avait plus dans cette histoire que ce qu'on me racontait. J'ai conduit jusqu'à la ville la plus proche, Mende, et je me suis installé dans un petit café avec Wi-Fi. De là, j'ai passé quelques appels et fait des recherches. En discutant avec mon ancienne voisine à Paris, j'ai découvert quelque chose de révélateur. « Hélène, tu ne savais pas? Édouard a perdu son travail il y a 6 mois. Ils ont vendu une des voitures et ont du retard sur les charges de copropriété. Marianne fait des heures supplémentaires pour compenser. No 5. Cette information changeait tout. Ce n'était pas seulement les parents d'Édouard qui étaient en difficulté, c'était toute la famille. Ma maison n'était pas demandée par nécessité pour mes beaux-parents, mais probablement comme un actif qui pourrait être vendu ou utilisé comme garantie pour des prêts. J'ai ensuite appelé mon ancien collègue Paul, maintenant avocat spécialisé en droit immobilier. « Hélène, légalement, personne ne peut t'obliger à accueillir des gens dans ta propriété, m'a-t-il expliqué. Mais la famille, c'est compliqué. As-tu tous les titres de propriété en règle? J'ai tout, Paul. J'ai économisé pendant des décennies pour acheter cette maison. Alors, je suggère 2 choses. Premièrement, documente toute communication à ce sujet. Deuxièmement, ne quitte la propriété sous aucun prétexte jusqu'à ce que nous nous parlions en personne. Aaron Saband. J'ai remercié pour le conseil, et tout en savourant mon café, un plan a commencé à prendre forme. Je n'abandonnerai pas ma maison, mais je n'affronterai pas directement ma fille ou mon gendre. Au lieu de cela, je créerai une situation où ils renonceraient eux-mêmes à l'idée. Le lendemain matin, j'ai fait un autre voyage à Mende. J'ai visité la petite clinique vétérinaire de la ville et j'ai partiellement expliqué ma situation au docteur. Rivière, un homme à l'air aimable qui s'occupait des animaux de la région. « Madame Hélène, je comprends votre préoccupation. Nous avons en effet eu des problèmes avec les vipères dans la région cette année. La chaleur excessive les rapproche des habitations. Je suis sorti de la clinique avec un flacon d'un produit inoffensif, mais à l'odeur assez forte, utilisé pour repousser les reptiles. J'ai aussi acheté quelques mues de serpents que le vétérinaire gardait pour des études. Mon arrêt suivant fut la jardinerie, où j'ai acquis de l'engrais organique à l'odeur intense et quelques plantes connues pour attirer les insectes. Au retour, je me suis arrêté dans un magasin d'articles de chasse et pêche, achetant quelques pièges pour petits animaux, du type qui ne sert qu'à les capturer vivants, sans les blesser. De retour à la maison, j'ai mis en œuvre la première phase du plan. J'ai répandu le répulsif à serpents à des points stratégiques autour de la maison, en particulier près de la chambre d'amis et de la salle de bain. J'ai placé les mues de serpents dans des endroits où elles seraient facilement trouvées. Une sous le lit de la chambre d'amis, une autre près de l'entrée de la salle de bain. Dans le jardin, j'ai planté les espèces qui attirent les insectes près des fenêtres et j'ai généreusement répandu l'engrais. L'odeur était forte et désagréable, mais je savais qu'elle diminuerait dans les jours suivants, ne persistant que juste assez pour causer de l'inconfort. Les pièges ont été placés à des points stratégiques sur le périmètre de la maison, non pas pour attraper des animaux, mais pour créer l'impression que la zone était infestée de petits prédateurs. Enfin, j'ai éteint le chauffe-eau et réduit la capacité du filtre qui alimentait la maison, m'assurant que l'eau sortirait avec une légère coloration brunâtre, parfaitement sûre pour la consommation, mais visuellement désagréable. Quand j'ai eu fini, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé, observant mon travail. Il n'y avait rien de dangereux ou de permanent dans ce que j'avais fait. C'était juste une mise en scène élaborée, conçue pour rendre le séjour suffisamment inconfortable pour qu'ils abandonnent d'eux-mêmes. Le vendredi, je me suis préparé pour l'arrivée des invités. J'ai arboré mon plus beau sourire et j'ai attendu sur la terrasse. Vers 15 heures, une voiture inconnue est apparue sur le chemin de terre, soulevant de la poussière. Édouard conduisait, avec Marianne à ses côtés. Sur la banquette arrière, Albert et Rebecca semblaient tendus et mal à l'aise.
Je les ai salués amicalement pendant qu'ils se garaient. Ma fille a été la première à sortir en courant pour m'embrasser. « Maman, ça va? Tu as l'air fatiguée. »« Je vais très bien, ma chérie, » ai-je répondu en gardant le sourire. « Je m'adapte juste à la vie à la campagne. » Édouard et ses parents se sont approchés avec des expressions variant entre l'inconfort et l'irritation. Il était clair qu'aucun d'eux ne voulait vraiment être là. « Madame Hélène, » Albert m'a tendu la main formellement. « Nous vous remercions de votre hospitalité. » Rebecca a simplement hoché la tête, ses yeux parcourant la maison avec une désapprobation évidente. « Entrons, ai-je suggéré. J'ai préparé un café pour vous accueillir. » Dès que nous sommes entrés, j'ai su que le plan commençait à fonctionner. Rebecca a immédiatement plissé le nez. « Quelle est cette odeur? »« Ah, ça doit être l'engrais naturel que j'utilise dans le jardin, » ai-je expliqué innocemment. « La terre ici a besoin de nutriments supplémentaires. Vous vous y habituerez dans quelques jours. » Ou semaines. Édouard a examiné le salon d'un œil critique. « Cet endroit est plus petit qu'il n'y paraissait sur les photos que tu as montrées. C'est chaleureux, » ai-je répondu en servant le café. « Parfait pour une personne. Ce sera un défi d'accueillir plus de monde, mais nous ferons de notre mieux. » Je leur ai fait visiter la maison, gardant la chambre d'amis pour la fin. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai dû contrôler mon expression pour ne pas sourire en voyant le visage horrifié de Rebecca lorsqu'elle a aperçu la mue de serpent partiellement visible sous le lit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle crié en reculant. « Où ça ?» ai-je demandé en me penchant pour regarder. « Ah, encore une. Excusez-moi, nous avons un petit problème avec les serpents ces derniers temps. Le vétérinaire a dit que c'est normal à cette période de l'année. Ils entrent pour chercher la chaleur, mais ils sont inoffensifs. »« La plupart du temps. »« La plupart du temps ?» a répété Albert en pâlissant. « Oui, sauf les vipères, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait presque 2 semaines depuis le dernier incident. » Édouard a lancé un regard alarmé à Marianne, qui semblait tout aussi perturbée. « Maman, tu n'as rien mentionné à propos des serpents. Je ne voulais pas vous inquiéter, ma chérie. De plus, j'apprends à vivre avec la nature. Ça fait partie du charme de la campagne. La salle de bain a provoqué des réactions similaires lorsque j'ai ouvert le robinet et que l'eau est sortie avec une coloration brunâtre. C'est juste un peu de fer, ai-je expliqué. Parfaitement potable. Et la douche? Eh bien, on a de l'eau chaude les jours vraiment ensoleillés. I say. Ce soir-là, pendant que je préparais le dîner, j'ai entendu Édouard et Marianne parler à voix basse sur la terrasse. Je me suis approché silencieusement pour écouter. « C'est insoutenable, » disait Édouard. « Mes parents ne peuvent pas rester ici. Tu as vu ce serpent? »« Je suis inquiète aussi, » a répondu Marianne. « Je crois qu'on a sous-estimé à quel point cet endroit est isolé et l'eau. Il faut qu'on pense à une autre solution, » a conclu Édouard. Je suis retourné à la cuisine, ressentant un mélange de soulagement et de culpabilité. Mon plan fonctionnait, mais manipuler ma propre fille me mettait mal à l'aise. Cependant, c'était nécessaire. Cette maison représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé. Pendant le dîner, j'ai veillé à raconter des histoires sur les défis de la vie rurale. Les scorpions qui apparaissaient occasionnellement dans les coins, la difficulté d'obtenir une assistance médicale d'urgence, l'absence de signal de téléphone portable. Mais vous savez ce qui est le plus difficile ? Ai-je commenté en servant un dessert simple. La solitude. Parfois, je passe des jours sans parler à personne. J'en viens à parler au mur. J'ai ri comme si je trouvais la situation amusante. C'est pourquoi je suis si heureuse de votre compagnie. Martin Bected. Le regard de panique que Rebecca et Albert ont échangé était presque comique. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai entendu les chuchotements agités venant de la chambre voisine. Le plan était en marche, et je pouvais déjà entrevoir la victoire. Mais quelque chose en moi se demandait. À quel prix? La première nuit des invités s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Vers 2 heures du matin, j'ai activé à distance l'un des pièges à l'extérieur de la maison, provoquant un grand claquement. Puis, à l'aide d'une lampe de poche, j'ai projeté des ombres qui ressemblaient à des animaux se déplaçant sur les murs extérieurs. Les cris de Rebecca ont résonné dans toute la maison. « Il y a quelque chose dehors, Édouard. Va voir. » Je me suis levé tranquillement, enfilant ma robe de chambre, et je les ai trouvés tous dans le couloir, pâles et effrayés. « Ce doit être juste une fouine, » ai-je expliqué calmement. Elles se promènent souvent la nuit, parfois elles entrent sur la terrasse. Mais elles sont inoffensives, à moins que vous ne leur fassiez peur. Édouard, tenant un club de golf qu'il avait apporté dans ses bagages, semblait plus terrifié que prêt à affronter une quelconque créature. « Une fouine » a-t-il murmuré. « Tu es sûr ? Où peut être un sanglier »
Ils sont aussi courants par ici. Hopi. Le lendemain matin, le café a été servi dans une atmosphère de tension palpable. Rebecca avait des cernes profonds, et Albert mâchait en silence, regardant constamment par la fenêtre. « Avez-vous bien dormi » ai-je demandé innocemment. « C'était différent », a répondu Marianne, essayant d'être diplomate. « Les bruits de la nature peuvent être effrayants au début », ai-je commenté en servant le café. « Mais vous vous y habituerez. Maintenant, pour aujourd'hui, je dois aller en ville faire des provisions. Ça ira si je vous laisse seul ? Le signal du portable ne fonctionne qu'au sommet de la colline, au cas où vous auriez besoin de quelque chose. » L'idée de rester isolé sans communication les a clairement perturbés, mais ils ont acquiescé rigidement. Avant de partir, je me suis assuré de fermer ma chambre à clé, pas par méfiance, ai-je dit, mais par habitude de quelqu'un qui vit seul. En réalité, je voulais protéger mes documents importants et mes objets personnels. J'ai remarqué le regard calculateur d'Édouard suivant mon mouvement. J'ai passé la journée en ville, non seulement à faire des courses, mais aussi à parler avec mon avocat, Paul, qui était venu de Paris spécialement pour me rencontrer. « Hélène, d'après ce que tu m'as raconté, il y a des indices qu'il pourrait tenter une sorte de spoliation, m'a-t-il expliqué en analysant les documents que j'avais apportés. J'ai déjà vu des cas comme ça. Il commence par installer des parents âgés, puis essaie de réclamer la propriété en invoquant la dépendance ou l'incapacité. Doing favors. Que puis-je faire pour me protéger? D'abord, je vais enregistrer un document formel déclarant ta pleine capacité mentale et physique avec des évaluations médicales récentes. Deuxièmement, nous allons créer un testament spécifique, indiquant clairement que la propriété ne peut être vendue ou transférée sans ton consentement explicite. Et troisièmement, nous installerons des caméras de sécurité dans la maison pour ta protection. Compris. The Sarms is rebowed in the Risa and Quireland. En rentrant à la maison en fin d'après-midi, j'ai trouvé une scène presque comique. Rebecca était assise dans la voiture, porte verrouillée, refusant d'entrer dans la maison. Albert se disputait vivement avec Édouard sur la terrasse, tandis que Marianne semblait pleurer dans la cuisine. « Il s'est passé quelque chose ?» ai-je demandé en feignant la surprise. « Ma mère a trouvé une autre, bestiole dans la salle de bain », a expliqué Édouard, contenant à peine son irritation. « Et l'eau est complètement jaune aujourd'hui. »« Ah, il a dû pleuvoir cette nuit », ai-je répondu calmement. « Ça affecte le puits. Quant aux serpents, c'était probablement juste une petite couleuvre. Elles aiment les endroits humides. »« Une couleuvre !» s'est exclamé Albert, sa voix montant d'une octave. « Elles sont inoffensives généralement, » ai-je continué en déchargeant les courses, à moins qu'on ne les provoque. Bref, j'ai apporté du poulet pour le dîner. J'espère que vous aimez les plats relevés. Les piments d'ici sont fantastiques. Pendant le dîner, j'ai maintenu la conversation sur des sujets que je savais les mettre mal à l'aise. Le manque de soins médicaux à proximité, les problèmes fréquents d'approvisionnement en eau et en électricité, les animaux venimeux courant dans la région. Saviez-vous que nous sommes le seul hameau dans un rayon de 30 km sans centre de santé ? Ai-je commenté en servant plus de poulet. Les gens du coin plaisantent en disant que, si vous faites une crise cardiaque, il vaut mieux être déjà en paix avec Dieu. Rebecca a à peine touché à son assiette. Albert a mangé mécaniquement, comme si chaque bouchée était un effort suprême. « Et combien de temps prévoyez-vous de rester ?» ai-je finalement demandé, pour que je puisse organiser les provisions. Un lourd silence s'est abattu sur la table. Édouard s'est raclé la gorge. Initialement, nous pensions à quelques mois, jusqu'à ce que leur situation se stabilise. « Merveilleux !» me suis-je exclamé avec un enthousiasme exagéré. « J'ai toujours voulu de la compagnie. Nous pouvons faire tant de choses ensemble. Demain, je vous apprendrai à identifier les champignons sauvages. Il y en a de délicieux. Si on ne les confond pas avec les vénéneux, bien sûr. Cette nuit-là, la tension était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Alors que tout le monde se retirait, je me suis assuré de laisser la porte d'entrée non verrouillée. Parfois, les voisins débarquent à l'aube en ayant besoin d'aide, ai-je expliqué. À 13 km d'ici habite Aimé. Joseph, qui est diabétique. Je l'ai déjà aidé 2 fois ce mois-ci. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai préparé un café fort. J'étais en train de mettre la table quand Édouard est apparu, l'air d'avoir encore moins dormi que la veille. « Hélène, il faut qu'on parle. »« Enseren. »« Bien sûr, Édouard. Qu'y a-t-il » Il s'est assis à table, passant la main dans ses cheveux dans un geste de clair inconfort. « Je crois que nous avons sous-estimé les particularités de la vie rurale. Mes parents ne s'adaptent pas bien. »« C'est compréhensible, » ai-je répondu en mettant la bouilloire sur le feu.
La vie ici est pour les esprits aventureux. Tout le monde ne s'adapte pas à l'isolement, aux serpents, aux insectes. Exactement, m'a-t-il interrompu. Nous envisageons d'autres options. J'ai réprimé un sourire de satisfaction. Quel dommage. J'étais si heureuse d'avoir de la compagnie, mais je comprends, bien sûr. Leur santé et leur confort passent avant tout. Avant qu'Édouard ne puisse répondre, nous avons été interrompus par un cri venant de la chambre d'amis. Rebecca est sortie en courant, encore en pyjama, tenant une chaussure. Il y avait une araignée énorme dans ma chaussure, s'est-elle exclamée en tremblant. De la taille d'une assiette. Ah, ça doit être une tégénère, ai-je commenté avec naturel. Elles cherchent souvent refuge dans les chaussures. Elles ne sont généralement pas venimeuses, mais la morsure peut causer un gonflement et une douleur pendant quelques jours. Le visage d'Édouard exprimait un mélange d'horreur et de détermination. C'est décidé, nous partons aujourd'hui. Marianne nous a rejoints, l'air confus et angoissé. Aujourd'hui? Mais où iront tes parents? Édouard a hésité, n'ayant clairement pas pensé à ça. J'ai saisi l'opportunité. Vous savez, je réfléchissais. Ai-je commencé en servant le café? Vous avez mentionné que la maison à Paris ne s'est pas encore vendue. Pourquoi ne l'utiliseriez-vous pas temporairement? Ce serait beaucoup plus pratique pour tout le monde, avec les hôpitaux à proximité, l'eau potable, sans serpent. Édouard et Marianne ont échangé des regards significatifs. Ce n'est pas une mauvaise idée, a dit Marianne lentement. On pourrait reporter la vente de quelques mois. J'ai observé en silence comment la solution que j'avais subtilement plantée commençait à sonner comme leur propre idée. En 2 heures, les valises étaient rechargées dans la voiture. Rebecca semblait rajeunie rien qu'à l'idée de quitter la maison, et Albert ne prenait même pas la peine de dissimuler son soulagement. Marianne m'a serré dans ses bras en partant. « Je suis vraiment désolé, maman. Nous pensions que ce serait une bonne solution, mais nous voyons que ce n'est pas viable. Tu es vraiment bien ici, toute seule? »« Je suis au paradis, ma chérie, » ai-je répondu sincèrement. « Cette vie simple est tout ce que j'ai toujours voulu. » Alors que la voiture s'éloignait sur le chemin de terre, j'ai ressenti une vague de soulagement et en même temps un pincement de culpabilité. J'avais manipulé ma propre famille avec des mensonges et des ruses, mais j'avais défendu mon rêve, mon petit coin de paradis que j'avais conquis à la sueur de 42 ans de travail. Je suis entré dans la maison et j'ai commencé à nettoyer les traces de mon plan. J'ai ramassé les mues de serpent, enlevé le répulsif, nettoyé le filtre à eau. En travaillant, j'ai remarqué quelque chose qui était passé inaperçu dans la confusion des derniers jours. Un dossier de documents laissé sur la table du salon. Je l'ai ouvert et mon cœur s'est glacé. C'étaient des papiers pour le transfert de propriété, avec déjà des espaces pour ma signature. Édouard avait tout préparé, attendant clairement de me convaincre ou de me contraindre à transférer la maison à son nom et à celui de Marianne. La découverte a confirmé mes plus sombres soupçons. Ce n'était pas de la paranoïa. Il prévoyait vraiment de s'emparer de ma maison. Le besoin des parents d'Édouard n'était qu'un prétexte pour mettre un pied à l'intérieur. Je me suis assise sur la terrasse, les documents sur mes genoux, regardant les montagnes au loin. La bataille était gagnée, mais la guerre ne faisait que commencer, et je devais être prête. La semaine suivante, j'ai de nouveau profité du silence et de la paix de ma maison, mais avec la conscience aiguë que ma victoire pourrait être temporaire. Je connaissais Édouard suffisamment pour savoir qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Les papiers de transfert de propriété que j'avais trouvés n'étaient qu'un début. Je suis resté en contact quotidien avec Paul, mon avocat, qui travaillait à renforcer légalement ma position. J'ai engagé un détective privé, m'a-t-il informé lors d'un de nos appels. Nous devons comprendre la situation financière réelle d'Édouard et quels autres mouvements il pourrait faire. J'ai accepté la mesure, bien que j'ai ressenti un pincement de tristesse d'en être arrivé là. Je n'aurais jamais imaginé que ma retraite paisible inclurait une enquête sur mon propre gendre. Un mercredi matin, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu de Marianne. « Maman, j'ai besoin de te parler en personne. Je peux venir demain ?» Quelque chose dans sa voix m'a mise en alerte. Ce n'était pas de la colère ou de la manipulation, mais une sorte d'épuisement résigné. « Bien sûr, ma chérie, je viendrai te chercher à l'arrêt de bus. Ce ne sera pas nécessaire, je viens en voiture. » Cela m'a surprise. « Seule ? » ?»« Oui, » a-t-elle répondu simplement avant de raccrocher. J'ai passé le reste de la journée dans un état d'anxiété vigilante, préparant la maison et moi-même à ce qui allait arriver. J'ai appelé Paul, et je l'ai prévenu au cas où j'aurais besoin d'un conseil juridique immédiat. Marianne est arrivée en début d'après-midi le lendemain. Quand je l'ai vue sortir de la voiture, seule, comme promis, j'ai immédiatement remarqué à quel point elle semblait fatiguée. Elle avait perdu du poids
et ses yeux portaient une tristesse qui me brisait le cœur. « Ma chérie », l'ai-je serré fort dans mes bras. « Quel plaisir de te voir !» Elle a répondu à l'étreinte avec une intensité inhabituelle, comme si elle se retenait de s'effondrer. J'ai préparé du café et nous nous sommes assises sur la terrasse. Pendant quelques minutes, nous avons simplement observé le paysage en silence. « Maman », a-t-elle finalement commencé. « Je sais ce qu'Édouard préparait. La franchise m'a prise par surprise. Je m'attendais à des dénégations, à plus de manipulation, être même à des accusations. Que veux-tu dire ?» Elle a soupiré profondément. Les papiers pour le transfert de la maison. J'ai trouvé des copies dans son bureau ainsi que d'autres documents troublants. J'ai posé ma tasse sur la table, lui laissant le temps de continuer. Édouard n'a pas seulement perdu son travail, il a contracté d'énormes dettes, jeux d'argent, investissements risqués. Il a utilisé notre maison comme garantie sans me consulter. Nous sommes sur le point de tout perdre. Mon cœur s'est serré pour ma fille, mais je n'ai pu m'empêcher de ressentir aussi un pincement de validation. Mes soupçons n'étaient pas infondés. Il a vu ta maison comme une bouée de sauvetage, a-t-elle poursuivi. Il prévoyait de transférer la propriété, de la vendre rapidement et d'utiliser l'argent pour couvrir une partie des dettes. Tout ça en utilisant ses parents comme excuse. Isripa, et tu étais au courant de ça? Elle a secoué la tête. Les larmes se sont finalement échappées. Pas de tout. Il m'a dit que ses parents avaient besoin d'une aide temporaire. Je n'ai découvert la vérité qu'en trouvant les documents hier. Nous avons eu une discussion intense. Je lui ai pris la main par-dessus la table. « Je suis désolé, ma chérie. »« Non, c'est moi qui suis désolé », a-t-elle répondu fermement. « J'ai participé à ce plan, même sans en connaître toutes les implications. Je t'ai mise sous pression pour que tu renonces à ton rêve. Je n'aurais jamais dû le faire. Nous sommes restés en silence à nouveau, le poids des révélations flottant entre nous. Et maintenant, ai-je finalement demandé. J'ai demandé le divorce, a-t-elle répondu avec un calme qui semblait lui avoir coûté cher à atteindre. Édouard est désespéré, et les gens désespérés font des choses terribles. J'ai découvert qu'il a falsifié ma signature sur plusieurs documents. L'information m'a immédiatement alarmé. Il a falsifié ta signature? C'est un crime, Marianne. Je sais, a-t-elle répondu en essuyant ses larmes du revers de la main. Et ce n'est pas tout, j'ai consulté un avocat hier. Il m'a dit qu'Édouard a ouvert une ligne de crédit en utilisant notre maison comme garantie sans mon consentement. Nous sommes noyés sous des dettes dont je ne savais même pas qu'elles existaient. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de tout assimiler. Non seulement ma maison était en danger, mais ma fille était victime d'une fraude financière perpétrée par son propre mari. Et que comptes-tu faire maintenant? D'abord, m'assurer que tu es protégée, a-t-elle dit avec une détermination qui me rappelait la mienne. Je suis venu te prévenir qu'Édouard est furieux. Il sait qu'il a échoué dans sa tentative d'obtenir ta maison et il me reproche de ne pas avoir été plus persuasive. Un frisson m'a parcouru le dos. Tu penses qu'il pourrait tenter quelque chose de plus direct? Je ne sais pas jusqu'où il irait, mais elle a hésité. J'ai trouvé des notes sur les moyens possibles de prouver que tu n'as pas la capacité de gérer tes propres biens. Il faisait des recherches sur la tutelle judiciaire. Mon sang s'est glacé. La tactique était plus sinistre que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de manipulation émotionnelle, mais de tenter de me faire déclarer légalement incapable pour prendre le contrôle de mes biens. Il a mentionné avoir un contact au service de la tutelle des majeurs, a poursuivi Marianne. Il a parlé de la possibilité de demander une évaluation psychiatrique forcée, en alléguant que tu vis dans des conditions insalubres et avec un comportement erratique. Hauf, sur la base de quoi? Ai-je demandé indigné. Sur les serpents, les problèmes d'eau, ton choix de vivre isolé. Il déformerait tout ce qu'il a vu ici pour créer un récit selon lequel tu n'es pas en état de prendre soin de toi-même. J'ai pris mon téléphone. Je dois appeler Paul immédiatement. C'est une menace sérieuse. Alors que je composais le numéro, Marianne a posé sa main sur la mienne. Maman, je ne suis pas seulement venu pour te prévenir. Je suis venu pour t'aider à te protéger. La conversation avec Paul a été brève et objective. Je lui ai expliqué la situation et il a immédiatement suggéré une série de mesures défensives. Je vais obtenir une évaluation médicale complète dès que possible pour documenter ta pleine capacité physique et mentale. Je suggère également d'installer des caméras de sécurité sur la propriété et de documenter toute communication avec Édouard ou ses représentants. Et Hélène, ne laisse pas la maison inoccupée pour le moment. Si tu dois sortir, demande à quelqu'un de confiance de rester sur place. Après avoir raccroché, j'ai expliqué le plan à Marianne. À ma grande surprise,
Elle a hoché la tête avec détermination. Je vais rester avec toi quelques jours. Et je sais exactement quand Édouard prévoit d'agir. Il a un rendez-vous programmé avec ce contact du service de tutelle mardi prochain. And, comment le sais-tu? Un sourire triste a traversé son visage. Il n'imagine pas que j'ai tout découvert. Il croit toujours que je suis de son côté, juste contrarié. Il a laissé son agenda ouvert sur l'ordinateur. Le rendez-vous est noté comme « Consultation K. Hélène ». J'ai passé les jours suivants dans un état d'alerte constant, alternant entre la préparation des défenses légales avec Paul et la tentative d'apporter un peu de réconfort émotionnel à ma fille. Marianne oscillait entre des moments de détermination féroce et des périodes de profonde tristesse, digérant la trahison qu'elle avait subie. Le dimanche, alors que nous préparions le déjeuner ensemble, elle a finalement parlé des parents d'Édouard. Ils savaient, maman. Peut-être pas tous les détails, mais ils savaient qu'Édouard voulait ta maison. L'histoire de leur saisie immobilière était partiellement vraie. Ils ont vraiment perdu la maison à cause de dettes, mais pas si récemment. Ils vivent chez la sœur de Rebecca depuis plus d'1 an. Alors, pourquoi cette mascarade? Édouard les a convaincus que ce serait une solution pour tout le monde. Ils auraient un endroit où vivre. Ils résoudraient ses problèmes financiers avec la vente de la maison. Et toi, eh bien, dans sa version, tu n'avais pas vraiment besoin de cet endroit et tu serais mieux de retourner à Paris. La froideur du calcul m'a frappé. Et ils ont facilement accepté? Quand il s'agit d'argent, la famille d'Édouard a toujours été pragmatique. Elle a choisi le mot avec soin. Je pense qu'il venait pour s'installer. Il serait resté assez longtemps pour que tu te sentes mal à l'aise et que tu abandonnes. Et ensuite, Édouard aurait vendu la propriété en leur donnant une petite part. Et toi, Marianne, où te situais-tu dans ce plan? Elle a baissé les yeux. Il m'a convaincu que tu étais têtue de t'isoler ici, que c'était dangereux pour une femme de ton âge de vivre seule si loin de tout. Il a dit que la maison pourrait être notre maison de campagne et que tu resterais avec nous à Paris, là où était ta place. Mon cœur s'est serré pour la manipulation que ma fille avait subie. Édouard connaissait ses points faibles, l'inquiétude pour ma sécurité, le désir de m'avoir près de lui, et il les avait exploités à ses propres fins. Le mardi matin, nous avons reçu la visite de Paul, accompagné d'une gériatre et d'un psychologue, tous deux aux références impeccables. J'ai subi une évaluation complète, documentant ma santé physique et mentale. Les rapports étaient clairs. J'étais en excellente condition pour mon âge, tout à fait capable de prendre mes propres décisions et de prendre soin de moi-même. Je recommande également que nous fassions une vidéo, a suggéré Paul, après la conclusion des examens. Une déclaration de ta part expliquant ta situation, tes choix conscients et les raisons pour lesquelles tu as choisi de vivre ici. Nous avons enregistré le témoignage sur la terrasse, avec les montagnes en toile de fond. J'ai parlé clairement de ma carrière d'infirmière, de mon rêve de retraite, de la planification financière minutieuse que j'avais faite et de la manière dont la vie dans cette maison représentait tout ce que j'avais toujours souhaité. Ce n'est pas une décision impulsive ou un caprice, ai-je affirmé face à la caméra. C'est le résultat de 4 décennies de travail acharné et de planification minutieuse. Je suis pleinement consciente des défis de la vie en zone rurale, et j'ai pris toutes les précautions nécessaires pour garantir ma sécurité et mon bien-être. Pendant que je parlais, j'ai remarqué Marianne qui observait avec une expression complexe, un mélange de fierté et de profonde tristesse. J'ai réalisé qu'elle voyait, peut-être pour la première fois, toute l'étendue de mon autonomie et de ma détermination. En début d'après-midi, Paul est parti, emportant toute la documentation nécessaire pour monter notre défense. Quelques instants après son départ, le téléphone a sonné. C'était Édouard. « Hélène, il faut qu'on parle. » Sa voix semblait contrôlée, mais avec une menace sous-jacente. « Je suis inquiet pour toi, toute seule dans ce coin perdu. »« Je ne suis pas seul, Édouard. Marianne est avec moi. » Un silence momentané. « Marianne est avec toi? Depuis quand? » « Depuis quelques jours. Nous passons un temps merveilleux ensemble. J'ai entendu sa respiration s'altérer, la colère à peine contenue. « Passe-la-moi, s'il te plaît. » J'ai tendu le téléphone à ma fille, qui l'a mis sur haut-parleur. « Marianne, qu'est-ce que tu fais là-bas? Nous devons parler du divorce. »« Well, have a minus. »« Il n'y a rien à dire, Édouard. » L'a-t-elle interrompu avec une fermeté qui m'a rempli de fierté. « J'ai déjà pris ma décision, et j'ai découvert tes plans pour ma mère. »« Quel plan? De quoi parles-tu? » Les papiers de transfert de propriété, la consultation prévue pour aujourd'hui avec ton ami du service de tutelle, la tentative de faire déclarer ma mère incapable. Un autre silence, plus long. «
Tu ne comprends pas, a-t-il finalement dit, la voix maintenant clairement agitée. Nous sommes au bord de la ruine. J'ai besoin de solutions. Tes dettes ne sont pas le problème de ma mère, a répondu Marianne fermement. Ni les miennes. Nous réglerons ça légalement, par le biais du divorce. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai déjà fait. Et une chose de plus, Édouard. Si tu tentes quoi que ce soit contre ma mère, n'importe quoi, j'ai suffisamment de preuves pour t'incriminer pour falsification de signature et fraude. Réfléchis bien avant d'agir. Elle a raccroché le téléphone et s'est laissée tomber sur une chaise, tremblant légèrement. Je suis fier de toi, lui ai-je dit en lui prenant la main. J'ai appris de la meilleure, a-t-elle répondu avec un petit sourire. J'espère juste que ça suffira à l'arrêter. Promise. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, alors que nous prenions notre café sur la terrasse, une voiture officielle s'est garée à l'entrée de la propriété. Une femme d'âge mûr, l'air sérieux et un dossier à la main, s'est approchée. « Madame Hélène Dubois ?» a-t-elle demandé formellement. « C'est moi. Je suis Vanessa Durand, assistante sociale du conseil départemental. Nous avons reçu un signalement concernant votre situation et je suis venu faire une évaluation. » In 14-7, Marianne et moi avons échangé un regard. Édouard était allé de l'avant avec son plan, même après nos avertissements. « Bien sûr, Madame Durand, » ai-je répondu calmement. « Je vous en prie, entrez. Nous étions justement en train de prendre le café. En voulez-vous une tasse ?» La femme parut momentanément déconcertée par ma réceptivité. « Non, merci. Ce sera juste une visite formelle. » Nous avons conduit Vanessa à l'intérieur de la maison, qui était impeccablement rangée. J'ai remarqué son œil professionnel évaluant chaque détail, la propreté, l'organisation, les médicaments soigneusement disposés dans l'armoire de la cuisine, l'abondance de nourriture fraîche. Nous avons reçu un signalement alléguant que vous vivez dans des conditions insalubres et que vous présenteriez une confusion mentale, a-t-elle expliqué en consultant ses notes. Intéressant, ai-je répondu en gardant mon calme. Et qui a fait ce signalement? Je ne peux pas le révéler, mais c'était un membre de la famille, inquiet. Marianne s'est avancée. C'était mon mari, Édouard Martin, n'est-ce pas? Nous sommes en procédure de divorce et il essaie de contrôler les biens de ma mère. L'assistante sociale n'a pas confirmé, mais son regard a révélé que Marianne avait visé juste. Madame Durand, ai-je continué, anticipant ce genre de situation, j'ai préparé quelques documents que j'aimerais que vous examiniez. Je lui ai tendu le rapport médical complet, l'évaluation psychologique et une copie de l'enregistrement vidéo, le tout organisé dans un dossier. Comme vous pouvez le voir, j'ai été soumise à des évaluations médicales et psychologiques exhaustives il y a moins de 24 heures. Les professionnels ont attesté de ma pleine capacité. J'ai également ici les coordonnées de mon avocat, qui est au courant de cette situation. Vanessa a examiné les documents avec une surprise croissante. « C'est très complet », a-t-elle observé. « Il est rare de voir des signalements répondus avec une documentation aussi méticuleuse. » « Ce n'est pas une coïncidence », a expliqué Marianne. « Nous savions que mon mari tenterait quelque chose comme ça. Il a falsifié ma signature sur des documents financiers et essaie de prendre le contrôle de la propriété de ma mère en alléguant son incapacité. » L'assistante sociale a froncé les sourcils, ne s'attendant clairement pas à ce niveau de préparation et de contre-attaque. « Je vois. Eh bien, je dois quand même compléter mon évaluation, mais ces documents seront certainement pris en considération. » Mine. J'ai passé l'heure suivante à répondre aux questions de Vanessa, démontrant ma lucidité et mon autonomie. Je lui ai montré la maison, lui expliquant les systèmes de sécurité que j'avais installés, le stock de nourriture et de médicaments, mon plan pour les urgences médicales. Quand nous sommes revenus sur la terrasse, elle semblait satisfaite. « Madame Dubois, sur la base de ce que j'ai vu aujourd'hui et de la documentation présentée, je ne trouve aucune preuve corroborant les allégations du signalement. Vous semblez parfaitement capable de prendre soin de vous-même et de gérer vos biens. Merci pour votre juste évaluation, ai-je répondu. Avant de partir, Vanessa a hésité, comme si elle se demandait si elle devait dire quelque chose de plus. Si je peux me permettre un commentaire personnel, Madame Dubois, il est rare de voir une personne de votre âge aussi bien préparée et organisée. Vous avez clairement planifié chaque aspect de ce déménagement avec un soin exceptionnel. 42 ans de planification, Madame Durand, ai-je répondu avec un sourire. Quand on attend si longtemps un rêve, on ne laisse rien au hasard. Darley. Après son départ, Marianne et moi nous sommes étreintes, nous permettant enfin de ressentir le soulagement d'avoir surmonté une autre barrière. Mais nous savions toutes les deux que la guerre était loin d'être terminée. Il n'abandonnera pas si facilement.
a dit Marianne alors que nous regardions la voiture de l'assistante sociale s'éloigner. Surtout maintenant, sachant que je suis contre lui. Sid. Alors nous continuerons à nous protéger, ai-je répondu avec la détermination qui m'avait soutenu toute ma vie. Ensemble, ce soir-là, pendant que nous préparions le dîner, j'ai reçu un message de Paul. J'ai fait enregistrer tous les documents. Votre propriété est légalement blindée. Personne ne peut la contester sans faire face à un processus judiciaire complet. J'ai montré le message à Marianne, qui a souri, soulagée. Un problème de moins. Mais je savais, par la lueur déterminée dans ses yeux, qu'elle pensait à la prochaine étape, non seulement se défendre, mais contre-attaquer. La semaine suivante, Paul m'a présenté une stratégie juridique complète. En plus de protéger ma propriété, il était prêt à engager des poursuites contre Édouard pour tentative de fraude et coercition. Nous avons suffisamment de preuves de ses intentions, a-t-il expliqué lors d'un appel vidéo. Les papiers de transfert de propriété, le faux signalement au conseil départemental, les signatures falsifiées de Marianne. Nous pouvons engager une procédure pénale si nous le voulons. J'ai regardé ma fille, qui écoutait attentivement à mes côtés. La décision l'affecterait principalement. Qu'en penses-tu, Marianne? Elle a pris une profonde inspiration. Une partie de moi veut le voir faire face à toutes les conséquences légales, mais une autre partie. Nous avons les filles à qui penser. Un procès pénal contre leur père serait traumatisant. Paul a hoché la tête, compréhensif. Il y a une troisième option. Nous pouvons utiliser la menace d'une action en justice comme levier pour un accord dans le divorce. Il renonce à toute réclamation sur votre maison, assume intégralement les dettes qu'il a contractées et nous ne procédons pas aux accusations pénales. Et ma maison? Ai-je demandé. Comment garantir qu'il n'essaiera pas à nouveau? Je m'en suis déjà occupé, a répondu Paul. J'ai mis en place une fiducie irrévocable. La propriété est légalement protégée et ne peut être transférée que dans les conditions que vous avez spécifiées. À Marianne, après votre décès, ou à vos petites filles, si Marianne n'est plus en vie. Même vous ne pouvez plus modifier ces conditions maintenant. La nouvelle m'a apporté un immense soulagement. Mon petit paradis était enfin en sécurité. Il y a une dernière chose, a continué Paul. Nous avons enquêté sur les dettes d'Édouard. Il doit de l'argent à des gens dangereux, Hélène. Une partie de l'argent provenait de prêteurs sur gage. C'est une autre raison d'être prudent dans les prochaines étapes. Cette révélation a apporté une nouvelle dimension d'inquiétude. Édouard n'était pas seulement désespéré pour de l'argent, il avait potentiellement affaire à des criminels. Qu'est-ce que cela signifie pour notre sécurité? A demandé Marianne, visiblement alarmée. Cela signifie que nous devons être extrêmement prudentes, a répondu Paul. Je suggère que vous ne restiez pas seul pour l'instant. J'ai engagé un agent de sécurité privé qui peut rester sur la propriété pendant que nous réglons cette situation. Initialement, j'étais réticente à l'idée d'avoir un étranger dans mon refuge, mais la sécurité de Marianne était la priorité. J'ai accepté la recommandation de Paul. Jean, l'agent de sécurité, est arrivé le lendemain. Un homme d'âge mûr, discret et professionnel, un ancien gendarme avec de l'expérience en protection personnelle. Il s'est installé dans une petite pièce attenante au garage, presque imperceptible, si ce n'est par sa présence rassurante. « Je n'interférerai pas dans votre routine, Madame Dubois », m'a-t-il assuré. « Je suis ici seulement par précaution. » Endinated. Sa présence s'est avérée providentielle seulement 3 jours plus tard. Il était presque minuit lorsque l'alarme silencieuse de la propriété s'est déclenchée. Jean nous a réveillés discrètement. « Nous avons du mouvement sur le périmètre sud », a-t-il informé à voix basse. 2 personnes semblent évaluer la maison. Mon cœur s'est accéléré. « Édouard, je ne peux pas l'identifier. Restez dans la chambre, verrouillez la porte. J'ai déjà prévenu la gendarmerie locale. » Well, Jean a disparu silencieusement, se déplaçant comme une ombre pour vérifier la situation. Marianne et moi sommes restés dans ma chambre, la porte verrouillée, à l'écoute. Après ce qui a semblé une éternité, nous avons entendu des voix agitées, suivies par le bruit d'une voiture démarrant en trombe. Quelques minutes plus tard, Jean est revenu. C'étaient 2 hommes, a-t-il expliqué. Ce n'était pas Édouard. D'après leur comportement et l'équipement qu'ils portaient, c'étaient des professionnels, probablement des collecteurs de ses dettes. « Mon Dieu !» a murmuré Marianne. « Ils sont venus le chercher ici ?» Plus probablement, ils sont venus évaluer la propriété, a répondu Jean. Des gens comme ça enquêtent généralement sur tous les biens potentiels avant de faire une approche directe. Liste. La gendarmerie est arrivée une demi-heure plus tard, a enregistré l'incident et a fait une ronde dans la zone. Ils n'ont trouvé personne,
mais ont renforcé la sécurité sur les routes avoisinantes pour le reste de la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Assise dans la cuisine avec Marianne, buvant toutes les deux du thé pour calmer nos nerfs, j'ai réfléchi à la façon dont mon refuge paisible s'était transformé en zone de guerre. « Ça a été trop loin », ai-je finalement dit. Édouard a mis en danger non seulement mes biens, mais notre sécurité physique. Marianne a acquiescé, le visage pâle à la lumière tamisée. « Nous devons régler ça définitivement, maman. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur. » Le lendemain matin, Paul a été informé de l'incident et a immédiatement intensifié ses efforts. « Je vais contacter Édouard aujourd'hui même », a-t-il déclaré. « Il doit comprendre la gravité de la situation. » 170 Port. En attendant des nouvelles, Marianne et moi avons essayé de maintenir une certaine normalité, poursuivant nos routines quotidiennes sous la surveillance discrète de Jean. La tension était palpable, mais je refusais d'être chassé de ma propre maison par la peur. Le 3e jour après l'incident, Paul nous a apporté des nouvelles surprenantes. Édouard a accepté toutes les conditions, a-t-il annoncé lors de notre appel vidéo quotidien. Sans objection, sans réclamation supplémentaire, il assumera toutes les dettes, renoncera à tout droit sur la maison à Paris et s'est engagé à ne plus jamais interférer dans les affaires liées à la propriété d'Hélène. « Pourquoi ce changement soudain ?» a demandé Marianne, méfiante. « Apparemment, il a eu une rencontre avec ses créanciers », a expliqué Paul. « Je n'ai pas de détails, mais d'après ce que j'ai compris, c'était suffisamment persuasif pour le faire chercher une solution immédiate. J'ai échangé un regard avec Marianne. Nous savions toutes les deux ce que persuasif signifiait probablement quand il s'agissait de prêteurs sur gage. « Est-ce qu'il va bien physiquement ?» ai-je demandé, me surprenant moi-même de cette préoccupation. « Oui, pour autant que je sache, effrayé mais indemne, et beaucoup plus coopératif. » Les papiers de l'accord ont été signés 2 jours plus tard. Édouard s'est présenté au bureau de Paul à Paris, tandis que Marianne et moi avons signé notre partie dans la ville la plus proche. Il n'y a eu aucun contact direct, ce qui fut un soulagement. Avec l'accord finalisé, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Ma maison était en sécurité. Marianne était protégée légalement. Les dettes seraient la responsabilité exclusive d'Édouard. Après une semaine sans incident, Jean a jugé sûr de mettre fin à sa surveillance, bien qu'il ait installé un système de sécurité renforcé avant de partir. « La propriété est bien protégée maintenant, Madame Dubois », a-t-il assuré. Caméras, capteurs de mouvement, connexion directe avec la gendarmerie locale. Vous serez en sécurité. Je l'ai remercié sincèrement pour sa protection, sentant que j'avais gagné non seulement un agent de sécurité, mais un ami. Avec la situation juridique résolue et la sécurité établie, Marianne et moi avons enfin eu le temps de réfléchir à l'avenir. Elle avait pris un congé à l'école où elle enseignait à Paris, mais la période touchait à sa fin. « Que comptes-tu faire maintenant, ma chérie ?» ai-je demandé un soir alors que nous partagions une bouteille de vin sur la terrasse. Elle a contemplé les étoiles un moment avant de répondre « Je ne veux pas retourner à Paris. Il y a trop de souvenirs douloureux là-bas, et les filles ont besoin de stabilité. J'ai pensé à chercher un poste dans l'école locale. L'idée d'avoir ma fille et mes petites filles près de moi m'a rempli de joie, mais j'ai essayé de contenir mon enthousiasme. Tu es sûr ? C'est un énorme changement. Et pour les filles, comment se sentent-elles ? Elles adorent venir ici. Elles ont toujours demandé à passer plus de temps à la ferme de mamie, a-t-elle souri. Et honnêtement, maman, après tout ça, je réalise à quel point il est précieux de t'avoir près de moi. Pas comme une dépendance, mais comme un partenariat. Cette nuit-là, nous avons planifié la transition. Marianne vendrait la maison à Paris dès que le divorce serait finalisé. Avec l'argent, elle achèterait une petite maison dans la ville la plus proche de ma propriété. Les filles iraient à l'école locale et elles chercheraient un poste d'enseignante. Ce ne sera pas la même vie que nous avions, a-t-elle reconnu, mais peut-être qu'elle sera meilleure. 2 semaines plus tard, nous avons reçu la visite de mes petites filles, Léa et Chloé, âgées de 12 et 9 ans. Édouard avait accepté de les laisser passer le week-end avec nous, un petit test pour la nouvelle réalité que nous construisions. Les voir courir sur la propriété, explorer la forêt, nourrir les oiseaux qui visitaient mes mangeoires. Cela m'a apporté une joie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Leur rire résonnait dans la vallée, guérissant quelque chose de profond en moi. Le samedi soir, assise autour du feu de camp que j'avais préparé dans le jardin, Chloé a posé sa tête sur mon épaule. « Mamie, quand on viendra vivre près d'ici, tu nous apprendras à faire du pain comme celui d'aujourd'hui ?»« Bien sûr que oui, ma chérie, » ai-je répondu, sentant les larmes me monter aux yeux, et bien d'autres choses.
Maman a dit que ce n'est pas encore sûr qu'on déménage, a corrigé Léa, toujours la plus prudente des deux. Mais moi je veux, s'est exclamée Chloé. En ville, on ne peut pas avoir de chien dans l'appartement. Ici, on peut avoir des chiens, des poules, même un poney. Marianne a ri, échangeant un regard avec moi. Doucement, jeune fille. D'abord la maison, ensuite, nous discuterons du zoo. À ce moment-là, en regardant ma famille réunie autour du feu, sous le ciel étoilé que seule la campagne peut offrir, j'ai ressenti une profonde certitude. Toute la souffrance, toute la lutte en avait valu la peine. Mon rêve de retraite tranquille avait été menacé, mais j'émergeais de la bataille avec quelque chose d'encore plus précieux. Pas seulement la maison, mais la promesse d'une vie partagée avec ma fille et mes petites filles. Un héritage de force, de détermination et d'amour qui survivrait bien après mon départ. Le lendemain, alors que je faisais au revoir de la main à la voiture qui ramenait mes petites filles en ville, je me suis fait une promesse silencieuse. Cette propriété, conquise avec tant de sacrifices et défendue avec tant de détermination, deviendrait le foyer sûr que ma famille méritait, et personne ne nous l'enlèverait plus jamais. Les saisons ont changé, apportant de nouveaux rythmes à notre vie. L'automne est arrivé avec ses après-midi dorés et ses nuits fraîches, parfaites pour s'asseoir sur la terrasse avec une couverture sur les genoux, à regarder les feuilles danser dans le vent. Le divorce de Marianne a été finalisé en octobre, plus rapidement que prévu, grâce à la coopération inhabituelle d'Édouard. La maison à Paris a été mise en vente immédiatement, avec 3 acheteurs intéressés dès la première semaine. Apparemment, Édouard avait déménagé dans le sud du pays, cherchant à recommencer, loin des dettes et du passé. Il a appelé pour parler aux filles, m'a raconté Marianne un soir. Il avait l'air différent, plus humble peut-être. Il a dit qu'il travaillait dans l'entreprise de son cousin à Nice. Tu crois qu'il a vraiment changé? Elle a réfléchi un instant. Je ne sais pas. Peut-être que la peur a été assez forte pour le secouer. Ou peut-être que c'est juste une nouvelle stratégie. Quoi qu'il en soit, je garde mes distances, mais je permets le contact avec les filles. Elles méritent d'avoir un père, même s'il est imparfait. I don't. En novembre, nous avons trouvé la maison parfaite pour Marianne et les filles. Une charmante construction de 3 chambres dans la petite ville de Florac, à seulement 20 minutes en voiture de ma maison. Le jardin était grand, avec de la place pour le potager que Léa voulait tant, et pour le chien que Chloé ne cessait de mentionner. L'école locale avait un poste vacant pour un professeur de sciences, la spécialité de Marianne, qui commencerait à la rentrée de février. Tout semblait s'emboîter comme les pièces d'un puzzle qui trouvait enfin sa forme. Le déménagement a eu lieu en décembre, avec l'aide de Paul et de sa femme Anne, venus de Paris spécialement pour l'occasion. En 2 jours, la maison était installée et accueillante, prête pour son premier Noël. C'est plus petit que ce à quoi nous étions habitués, a commenté Marianne alors que nous accrochions des guirlandes sur le petit sapin de Noël. Mais j'ai l'impression de pouvoir respirer ici. Baido. Je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Parfois, les plus petits espaces offrent plus de liberté que les manoirs qui nous emprisonnent avec leurs exigences et leur entretien. Le Noël fut simple et parfait. Nous avons préparé le dîner ensemble, les filles aidant à décorer les biscuits. Nous avons chanté des chants de Noël autour de la table et, pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis senti complètement en paix. « Mamie, on pourra aller voir les étoiles sur ta terrasse après ?» a demandé Chloé pendant que nous faisions la vaisselle. « Bien sûr, ma chérie. Le ciel sera particulièrement beau ce soir. » Plus tard, alors que nous nous blottissions toutes les 4 sous des couvertures sur ma terrasse, observant un ciel parsemé de milliers d'étoiles, Léa a fait une observation surprenante. « Je crois que tout s'est passé comme ça devait se passer. »« Comment ça, ma puce ?» a demandé Marianne. « Si papa n'avait pas essayé de prendre la maison de mamie, nous ne serions pas ici maintenant, toutes ensemble, et j'aime beaucoup plus ici qu'à Paris. » La sagesse de cet enfant de 12 ans m'a profondément ému. En effet, les épreuves avaient ouvert la voie à une nouvelle vie que nous n'aurions être jamais imaginée ou choisie par nous-mêmes. Janvier a apporté des pluies abondantes, qui ont transformé le paysage en teintes vibrantes de vert. J'ai passé des heures à aider Marianne et les filles à planter leur premier potager. Tomates, salades, carottes, herbes aromatiques. Je leur ai enseigné ce que j'avais appris de ma propre expérience, ressentant la joie de transmettre des connaissances qui pourraient soutenir des générations. À la fin du mois, le nouveau membre de la famille est arrivé. Thor, un croisé au poil doré que Chloé a choisi au refuge local. Le chien, de taille moyenne et à l'énergie infinie, s'est rapidement adapté à la nouvelle famille,
suivant Chloé partout comme une ombre dorée et dormant au pied de son lit chaque nuit. Février est arrivé avec la rentrée des classes. Marianne a commencé son nouveau travail de professeur de sciences, nerveuse mais enthousiasmée par le défi. Les filles sont entrées à l'école locale, initialement appréhensives, mais se sont vite fait des amis qui les ont aidées dans la transition. La vie commençait à trouver un rythme tranquille et réconfortant. C'est à cette période que j'ai commencé à réfléchir davantage à l'avenir de la propriété. Bien que Paul ait légalement garanti que la maison reviendrait à Marianne après ma mort, j'ai ressenti le besoin de faire plus que simplement la préserver. Je pensais, ai-je dit à Marianne lors d'un de nos déjeuners du dimanche, à agrandir un peu la propriété. Agrandir comment? Le terrain voisin est à vendre. Ce sont 3 hectares de plus, avec une source et un ancien verger de châtaigniers. Ce serait un bel ajout. Marianne m'a regardé, surprise. Tu veux acheter plus de terrain? Je pensais que cette maison était ton rêve final. C'en était un, ou c'est ce que je pensais. J'ai regardé par la fenêtre, observant Léa et Chloé jouer avec Thor dans le jardin. Mais maintenant, je me rends compte que les rêves peuvent grandir. J'imagine cet endroit non seulement comme mon refuge, mais comme un héritage pour vous 3. Un endroit où les filles pourront grandir connectées à la nature, où elles pourront amener leurs propres enfants un jour. Je ne sais pas si nous avons les moyens financiers d'agrandir maintenant, a répondu Marianne prudemment. Nous sommes encore en train de nous installer. Moi, je les ai-je répondu simplement. J'ai économisé plus longtemps que nécessaire pour la maison. J'ai une réserve substantielle. La semaine suivante, nous avons visité le terrain ensemble. C'était une propriété magnifique, légèrement en pente, avec une petite vallée où coulait un ruisseau cristallin. Le verger, bien qu'ayant besoin de soins, avait des arbres énormes qui promettaient des fruits abondants. On pourrait construire une deuxième maison ici, ai-je suggéré, montrant une zone plate avec vue sur la vallée. Pas maintenant, mais à terme. Une maison plus grande pour vous. Quand les filles grandiront, on pourrait relier les propriétés par un sentier. J'ai vu les yeux de Marianne briller en imaginant les possibilités. Le rêve commençait à grandir en elle aussi. Nous avons acheté le terrain fin février, un investissement dans l'avenir qui représentait bien plus que des hectares de terre. C'était un engagement envers la vie que nous construisions. Une déclaration que nous avions choisi ce chemin non seulement comme un refuge temporaire, mais comme notre nouvelle réalité. En mars, j'ai reçu une lettre inattendue. L'enveloppe portait l'entête d'un cabinet d'avocats de Nice et, un instant, j'ai senti mon cœur s'accélérer, craignant qu'Édouard ne tente une nouvelle tactique juridique. Mais le contenu m'a complètement surprise. C'était une lettre personnelle d'Édouard, pas un document légal, écrite à la main sur du papier ordinaire. Madame Dubois, je sais que vous devez être surprise de recevoir cette lettre, être même inquiète. Je veux vous assurer qu'il n'y a aucune menace ou stratégie ici, seulement des sentiments qui doivent être exprimés. Je n'ai aucune justification pour mon comportement. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai essayé de prendre quelque chose qui signifiait tout pour vous, quelque chose que vous avez conquis avec des décennies de travail honnête, alors que je cherchais une solution facile à des problèmes que j'avais créés de mes propres mains. Les derniers mois m'ont forcé à faire face à des vérités douloureuses sur moi-même. La personne que j'étais devenue n'était pas quelqu'un dont je pouvais être fier. Ce n'était pas le père que mes filles méritaient, ni l'homme que j'avais un jour promis d'être. Je suis en thérapie maintenant. Je travaille à un poste modeste, mais honnête, dans l'entreprise de mon cousin. Je rembourse mes dettes progressivement, en vivant simplement. Je n'attends pas de pardon, ni de vous, ni de Marianne. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai enfin compris la valeur de ce que j'ai essayé de voler. Pas seulement une propriété, mais un rêve, l'accomplissement d'une vie, un symbole de dignité et d'indépendance. J'espère que vous trouverez dans votre maison toute la paix et le bonheur que vous méritez. Et je vous remercie, même si cela peut paraître étrange, de vous être battu avec tant de détermination. Votre force m'a montré le genre de caractère que j'espère un jour développer. Respectueusement, Édouard. Is to say, j'ai relu la lettre plusieurs fois, cherchant la manipulation ou la fausseté entre les lignes. Mais le temps m'avait appris à reconnaître la sincérité, et quelque chose dans ces mots sonnait vrai. J'ai montré la lettre à Marianne ce soir-là. Elle l'a lue en silence, les émotions passant sur son visage comme des nuages par un jour de vent. « Tu le crois » ai-je finalement demandé. « Je ne sais pas » a-t-elle répondu honnêtement. « Peut-être. Les filles disent qu'il a l'air différent lors des appels hebdomadaires, plus présent, plus intéressé par leur vie réelle, pas seulement en posant des questions superficielles. Les gens peuvent changer, ai-je commenté, surtout lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences de leurs actes. Peut-être, a acquiescé Marianne.
Mais la confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Mais pas impossible, ai-je répondu doucement. Juste extrêmement difficile. Et elle se gagne lentement, avec des actions cohérentes dans le temps. La vie a suivi son cours, les petites joies et les défis du quotidien remplaçant progressivement les grands drames des mois précédents. Nous avons planté des arbres fruitiers sur le nouveau terrain. Nous avons établi le sentier qui reliait les deux propriétés, et j'ai commencé à enseigner aux filles les noms des plantes indigènes et leurs propriétés. Un après-midi de mai, alors que nous récoltions des châtaignes dans le verger nouvellement acquis, Chloé a fait une observation qui a profondément touché mon cœur. « Mamie, savais-tu que les plus vieux arbres donnent les meilleurs fruits ?» a-t-elle demandé, le visage et les mains tachés par le fruit. « C'est vrai, » ai-je confirmé. « Ces arbres ont au moins 60 ans, être plus. »« Comme toi, » s'est-elle exclamée innocemment. « Toi aussi, tu t'es amélioré avec l'âge. »« Expected friend, asp of a zest. »« Expected friend. » Comment ça, ma chérie? Maman a dit que tu as toujours été super, mais avant, tu étais plus silencieuse, toujours à faire ce que les autres voulaient. Maintenant, tu es forte et décidée, comme un grand arbre que personne ne peut abattre. J'ai regardé Marianne, qui a souri, embarrassée. « Les enfants et leur franchise », a-t-elle commenté. « Mais c'est vrai », a continué Chloé. « Mamie nous a appris à être forte. Quand une fille à l'école m'a embêtée, je me suis souvenu de ce que mamie a fait quand les méchants ont essayé de prendre sa maison. Je me suis tenue droite et je n'ai pas laissé la fille me faire pleurer. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, ressentant une émotion qui dépassait les mots. Sans m'en rendre compte, j'avais transmis plus que des connaissances pratiques sur les plantes et les animaux. Je leur avais montré la valeur de la détermination, du courage, de la lutte pour ce que nous aimons. Cette nuit-là, assise seule sur ma terrasse, j'ai réfléchi au parcours des derniers mois. Ce qui avait commencé comme une menace pour mon rêve de retraite s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. La création d'un nouveau type de vie pour toute ma famille. La maison que j'avais défendue avec tant de détermination n'était plus seulement mon refuge personnel, mais le cœur d'un petit univers familial que nous construisions ensemble. Mes petites filles grandiraient en connaissant le goût des fruits cueillis directement sur l'arbre, le son du silence au petit matin rural, l'éclat incomparable des étoiles, loin de la pollution lumineuse. En juin, j'ai reçu un appel inattendu de Paul. « Hélène, j'ai des nouvelles intéressantes », a-t-il annoncé. « Tu te souviens de cette évaluation que l'assistante sociale a faite chez toi? Apparemment, ton cas a suscité des discussions au conseil départemental. »« Quel genre de discussion ?»« Positive », m'a-t-il assuré. « Ils ont été impressionnés par ta préparation, ton autonomie, ta capacité à te défendre contre les tentatives d'exploitation financière. Ils veulent t'inviter à participer à une table ronde sur les droits des personnes âgées et la prévention des abus patrimoniaux. V1950. L'idée m'a prise par surprise. Une table ronde? Je n'ai jamais été doué pour parler en public, Paul. Ce serait juste une conversation informelle, partageant ton expérience. De nombreuses personnes âgées sont confrontées à des situations similaires et ne savent pas comment se protéger. Ton histoire pourrait les aider. Après quelques jours de réflexion, j'ai accepté l'invitation. L'événement aurait lieu en août dans la plus grande ville voisine, pour un public d'environ 50 personnes. Des personnes âgées de la région, des travailleurs sociaux, des avocats spécialisés dans le droit des aînés. Marianne a proposé de m'accompagner. « Je peux t'aider à organiser tes idées, maman, tu as tellement à partager. » Dans les semaines qui ont suivi, nous avons travaillé ensemble à la préparation de ma présentation. Ce ne serait pas un discours formel, mais je voulais être clair sur les points principaux que je souhaitais aborder. Le plus important, ai-je expliqué à Marianne pendant que nous organisions les notes, c'est que les autres personnes âgées comprennent que planifier, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'autonomie, sur le droit de choisir comment et où nous voulons vivre nos dernières années. Le jour de l'événement, je suis arrivé nerveuse, mais déterminée. La salle était pleine, non seulement avec les 50 participants attendus, mais avec près de 80 personnes de tous âges. Apparemment, le sujet avait suscité plus d'intérêt que prévu. Quand mon tour de parler est arrivé, j'ai regardé le public et j'ai vu des visages qui reflétaient mes propres expériences. Des femmes et des hommes plus âgés, beaucoup accompagnés de leurs enfants adultes, certains seuls, tous cherchant des conseils pour naviguer dans les territoires complexes de la vieillesse, de l'indépendance et des relations familiales. Je m'appelle Hélène, ai-je commencé, et à 65 ans, j'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. 1519. Weatherlover. J'ai raconté mon histoire sans dramatisation inutile,
en me concentrant sur les aspects pratiques. L'importance de la documentation légale, la nécessité de connaître ses droits, la valeur d'alliés comme Paul, le courage d'établir des limites claires avec la famille. Beaucoup d'entre nous ont été élevés pour toujours céder, toujours s'accommoder, toujours prioriser les désirs des autres avant les nôtres, ai-je expliqué. Surtout les femmes de ma génération. On nous dit que c'est de l'égoïsme de penser à soi, que nous devons sacrifier nos rêves pour les rêves de nos enfants et petits-enfants. J'ai remarqué plusieurs hochements de tête de reconnaissance dans l'assistance. Mais un moment est venu où j'ai réalisé une vérité fondamentale. Prendre soin de moi n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. En tant qu'infirmière, j'ai toujours enseigné à mes patients qu'on ne peut pas donner d'un puits vide. Nous devons d'abord nous renforcer pour ensuite aider les autres. J'ai parlé de l'importance de créer des systèmes de soutien qui ne dépendent pas exclusivement de la famille, de la manière de documenter les situations de pression ou d'abus, de la façon d'établir des protections légales pour les biens durement acquis. Quand j'ai terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai été abordé par divers participants. De nombreuses personnes âgées avec des histoires similaires à la mienne, des professionnels impressionnés par les stratégies que j'avais développées, même des jeunes qui voulaient des conseils sur la manière d'aider leurs parents ou grands-parents à préserver leur autonomie. Une dame en particulier m'a touché. Marie, 72 ans, veuve, qui était pressée par son fils de vendre sa maison et d'emménager dans une chambre à l'arrière de sa résidence. « Vous entendre aujourd'hui m'a donné du courage », a-t-elle dit en me tenant les mains. « Je vais chercher un avocat dès demain. Je ne veux pas vendre ma maison. » C'est là que j'ai vécu avec mon mari pendant 40 ans, où j'ai mes souvenirs, mes voisins, mon indépendance. With a mystery. Sur le chemin du retour, Marianne conduisait en silence, jusqu'à ce qu'elle commente finalement. « Je suis si fière de toi, maman. Tu le sais, n'est-ce pas? » « Merci, ma chérie. Mais pourquoi exactement? » « Pour tout, pour t'être battue pour ce en quoi tu croyais, pour m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour établir des limites, pour aider maintenant d'autres personnes âgées à faire de même. » Elle a fait une pause avant d'ajouter. « Et pour m'avoir donné une seconde chance, même quand je t'ai déçu. »« Tu ne m'as jamais déçu, » ai-je répondu fermement. « Tu as été manipulé comme je l'ai été aussi de nombreuses fois dans ma vie. La différence, c'est que tu as eu le courage de le reconnaître et de changer de direction. Beaucoup de gens n'y arrivent jamais. Nous sommes arrivés à la maison au crépuscule, le ciel peint de teintes orange et rose. Les filles sont venues en courant nous accueillir, impatientes de savoir comment s'était passé l'événement. Je leur ai parlé des gens que j'avais rencontrés, des histoires que j'avais entendues, de l'impact que mon expérience avait eu. « Ça veut dire que maintenant tu es célèbre, mamie ?» a demandé Chloé avec de grands yeux. J'ai ri de bon cœur. Pas du tout. Ça signifie juste que parfois, quand on partage nos difficultés, on découvre qu'on n'est pas seul. Et ça peut faire toute la différence. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, je suis resté une fois de plus seul sur ma terrasse à observer les étoiles. Le silence que j'avais tant désiré m'enveloppait comme un manteau, non plus comme un refuge solitaire, mais comme un espace sacré où je pouvais réfléchir aux bénédictions inattendues qui avaient émergé de temps si turbulents. J'ai réalisé qu'en défendant ma maison, j'avais en réalité découvert une version plus complète et authentique de moi-même. Une Hélène qui n'avait pas peur d'établir des limites, qui connaissait sa propre valeur, qui pouvait inspirer les autres avec son expérience. Et c'était peu. Être là le vrai cadeau que la retraite m'avait apporté. Non seulement un lieu physique à appeler mien, mais un espace intérieur d'autonomie et de sagesse que personne ne pourrait jamais m'enlever. Le premier anniversaire de mon déménagement dans la maison est arrivé un dimanche de printemps parfait. Le ciel était d'un bleu intense, parsemé de nuages blancs qui ressemblaient à du coton. Les arbres s'étaient parés de nouvelles feuilles et des fleurs sauvages coloraient les champs autour de la propriété. Marianne et les filles avaient préparé une surprise, un déjeuner spécial dans la zone que nous avions transformée en petit verger sur le terrain nouvellement acquis. Elles avaient installé une table rustique à l'ombre des châtaigniers, décorée de fleurs cueillies sur la propriété et de nappes brodées trouvées dans un vide-grenier. Pour commémorer une année de résistance et de renaissance, a trinqué Marianne, levant un verre de vin de noix que nous avions appris à faire avec un voisin. Les filles avaient aussi préparé des cadeaux. Léa m'a remis un livre artisanal où elle avait consigné, de son écriture soignée, toutes les plantes médicinales que nous avions identifiées sur la propriété, complétées par des dessins détaillés et des notes sur leurs utilisations. Chloé avait construit, avec l'aide du professeur d'art plastique de l'école, un panneau en bois sculpté pour l'entrée de la propriété.
Le refuge d'Hélène, conquis avec courage, protégé avec amour. Pour que personne n'oublie jamais que cette terre est à toi de droit, mamie, a-t-elle expliqué avec sérieux. Ce jour-là a marqué non seulement l'anniversaire de mon déménagement, mais aussi le début d'une nouvelle tradition familiale. Nous avons décidé que chaque mois de mars, nous célébrerions le « jour de la résistance », comme Chloé l'avait affectueusement baptisé. Un moment pour se souvenir que certains rêves valent la peine de se battre et que la vraie famille se renforce et non ne s'affaiblit face aux épreuves. Au fil des mois, notre petite communauté a grandi de manière inattendue. Paul et sa femme Anne, enchantés par la région lors de leur visite, ont acheté une petite ferme à quelques kilomètres de là pour y passer les week-ends et éventuellement y prendre leur retraite aussi. Jean, l'agent de sécurité qui nous avait protégés dans les moments les plus tendus, a ouvert une société de conseil en sécurité rurale dans la ville voisine et nous rendait fréquemment visite, apportant de nouvelles technologies et des conseils pour maintenir la propriété en sécurité sans sacrifier sa beauté naturelle. Et puis il y avait Vanessa, l'assistante sociale, qui avait enquêté sur le signalement contre moi. Après la table ronde sur les droits des personnes âgées, elle m'a contacté pour une conversation franche. « Votre cas a changé mon approche professionnelle », a-t-elle avoué. J'ai réalisé que nous voyons souvent les personnes âgées comme des personnes vulnérables à protéger, oubliant qu'elles ont aussi droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Elle a commencé à me rendre visite occasionnellement, d'abord pour des raisons professionnelles. Elle voulait en savoir plus sur la façon dont j'avais structuré ma vie rurale pour maintenir mon autonomie même avec l'âge avançant. Avec le temps, nos conversations ont évolué vers une véritable amitié, basée sur le respect mutuel et un intérêt partagé pour la protection des droits des personnes âgées. Lors d'une de ces visites, elle a apporté une proposition inattendue. « Hélène, nous développons un programme pilote au conseil départemental axé sur la prévention des abus financiers et la promotion de l'autonomie. J'aimerais que vous envisagiez d'être une mentor bénévole, partageant votre expérience avec d'autres personnes âgées en situation de vulnérabilité. » L'idée m'a prise par surprise. « Mentor? Je n'ai pas de formation pour ça, Vanessa. Vous avez quelque chose de plus précieux, l'expérience vécue, la connaissance pratique, et une incroyable capacité à faire face aux défis sans perdre votre dignité ou votre compassion. » J'ai accepté l'invitation après un peu de réflexion. Une fois par mois, je passerai un après-midi au centre communautaire de la ville, conseillant des personnes âgées confrontées à des pressions familiales, à des tentatives de manipulation ou simplement cherchant des conseils sur la manière de maintenir leur indépendance en vieillissant. Ce nouveau rôle m'a apporté une satisfaction profonde et inattendue. Après des décennies à soigner les corps des gens en tant qu'infirmière, je prenais maintenant soin de leurs droits, de leur autonomie, de leur dignité. Chaque histoire que j'entendais résonnait d'une manière ou d'une autre avec mon propre parcours. Chaque petite victoire dont j'étais témoin, une personne âgée réussissant à garder sa maison contre la pression de ses enfants, un monsieur apprenant à gérer ses propres finances après des années de dépendance, me rappelait que ma propre lutte en avait valu la peine, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui s'en inspiraient. En septembre, j'ai reçu un courriel inattendu d'une maison d'édition régionale. Quelqu'un qui avait assisté à la table ronde sur les droits des personnes âgées avait suggéré que mon histoire pourrait devenir un petit livre, faisant partie d'une collection sur le vieillissement actif et conscient. « Je ne suis pas écrivain », ai-je d'abord répondu. « Vous n'avez pas besoin de lettres », a assuré l'éditrice. « Nous pouvons désigner quelqu'un pour enregistrer vos souvenirs et vos connaissances. Vous n'auriez qu'à partager votre histoire, et nous nous occuperions du reste. » Is great lawns, and then that it, in the very lot can fall as encrusting. Marianne m'a vivement encouragé. « Maman, pense au nombre de personnes que tu pourrais aider. Il y a tellement de personnes âgées qui font face à des pressions similaires sans savoir comment se protéger. » Augustin. Le projet du livre a avancé lentement, avec des entretiens hebdomadaires où je partageais non seulement l'histoire de la maison, mais tout mon parcours. Les décennies en tant qu'infirmière célibataire, économisant chaque centime. La planification méticuleuse de la retraite. Les défis pour établir des limites avec la famille. Les stratégies pratiques pour maintenir l'indépendance dans la vieillesse. Je ne veux pas que ce soit seulement sur moi, ai-je insisté. Je veux que ce soit un guide pratique, quelque chose que d'autres personnes puissent utiliser comme référence lorsqu'elles sont confrontées à des situations similaires. En novembre, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible s'est produit. Marianne est venue me voir avec une expression indécise, entre l'inquiétude et l'espoir.
Édouard a appelé. Il veut rendre visite aux filles, ici, si tu le permets. Mon premier instinct a été de refuser immédiatement. Le souvenir de ces tentatives de s'emparer de ma propriété était encore vif. Mais, en voyant l'expression de Marianne, la complexité de ses émotions, le désir évident que ces filles maintiennent une relation avec leur père, j'ai réalisé que je devais considérer plus que mes propres sentiments. « Tu es à l'aise avec ça ?» ai-je demandé. « Je ne lui fais toujours pas entièrement confiance », a-t-elle répondu honnêtement. « Mais il manque aux filles, et il a fait des efforts ces derniers mois. Il appelle régulièrement, envoie de petits cadeaux significatifs, montre un intérêt sincère pour leur vie. Je pense qu'il mérite une chance de montrer qu'il a vraiment changé. » Après mûre réflexion, j'ai accepté la visite, mais avec des conditions claires. Édouard resterait en ville, pas chez nous. Les rencontres avec les filles se dérouleraient dans des lieux publics ou chez Marianne, jamais sur ma propriété. Et il y aurait toujours un adulte de confiance à proximité, non pas pour superviser ostensiblement, mais pour garantir la sécurité émotionnelle de tous. Le jour J, j'avoue que j'étais tendu. J'ai observé par la fenêtre de la cuisine de Marianne la voiture de location se garer à l'entrée. Édouard est descendu, portant 2 petits paquets emballés. Il était plus mince, les cheveux légèrement grisonnants sur les tempes. Son visage avait une expression que je n'ai pas reconnue immédiatement, mais que j'ai plus tard identifiée comme de l'humilité, quelque chose que je ne lui avais jamais associé. Les filles ont couru l'embrasser, et, un instant, j'ai vu quelque chose de sincère dans sa réponse. L'émotion réelle d'un père retrouvant ses filles après des mois de séparation. Je me suis éloigné de la fenêtre, leur laissant l'intimité de ce moment. Plus tard, lorsque Marianne m'a invité à les rejoindre pour le goûter, j'ai trouvé Édouard dans le salon. Nos regards se sont croisés brièvement, avant qu'il ne baisse les yeux. « Madame Dubois », m'a-t-il salué formellement. « Merci de permettre cette visite. Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir voir les filles. Elles aussi, tu leur manquais, ai-je répondu, neutre. Un silence gênant a suivi, rompu seulement lorsque Chloé est entrée en courant pour me montrer le cadeau qu'elle avait reçu, un petit télescope de bonne qualité. Papa a dit qu'ici, à la campagne, loin des lumières de la ville, je pourrais voir beaucoup plus d'étoiles qu'à Paris, a-t-elle expliqué, avec animation. J'ai regardé Édouard, surprise par le choix approprié du cadeau, quelque chose qui reconnaissait et valorisait le nouveau style de vie des filles, au lieu de renforcer ce qu'elles avaient laissé derrière elles. C'est un excellent choix, ai-je commenté, me permettant un petit sourire. Nous avons des ciels fantastiques ici. La visite a duré 3 jours. Édouard est resté respectueux et distant à mon égard, concentrant son attention sur ses filles. La dernière nuit, après que les filles soient allées se coucher, il a demandé à nous parler, à Marianne et à moi. Je sais que les mots ne signifient pas grand-chose après tout ce qui s'est passé, a-t-il commencé visiblement nerveux. Mais je veux que vous sachiez que je suis sincèrement désolé, non seulement pour ce que j'ai essayé de faire, mais pour qui j'étais devenu. Il a parlé de sa thérapie, du travail chez son cousin qui lui apprenait l'humilité, du programme de gestion financière qu'il suivait pour rembourser ses dettes. Je n'attends pas de pardon ou de confiance immédiat. Je sais que je dois les regagner avec le temps et la constance. Je veux juste la chance d'être un père présent pour mes filles, et peut être, à terme, quelqu'un que vous ne mépriserez pas complètement. Marianne et moi avons échangé un regard. Il y avait de la sincérité dans ces mots, mais nous savions aussi que la vraie preuve viendrait avec le temps. Les filles ont besoin de leur père, a finalement répondu Marianne. Et tu as fait des efforts ces derniers mois. Nous continuerons à autoriser les visites tant que tu maintiendras ce comportement responsable. C'est tout ce que je demande, a-t-il répondu avec un soulagement évident. Une chance de prouver que je peux être meilleur. Secondly, this tomb, Gorksive people. Quand Édouard est parti le lendemain matin, j'ai observé par la fenêtre ses longs adieux à ses filles. Il y avait une fragilité en lui que je n'avais jamais remarquée auparavant. Une conscience que tout ce qu'il avait de plus précieux pouvait être perdu par ses propres actions. Dans les mois qui ont suivi, il a tenu parole, rendant visite régulièrement et respectant les limites que nous avions établies. Il n'était pas parfait, mais il essayait visiblement. Les filles s'épanouissaient avec la présence de leur père dans leur vie, bien que ce soit maintenant dans une capacité différente. En mars de la 2e année, nous avons de nouveau célébré le jour de la Résistance. Cette fois, l'événement était plus grand. Paul et Anne sont venus de Paris. Jean a amené sa nouvelle petite amie. Vanessa a participé avec enthousiasme. Et même Édouard a été invité, bien qu'avec une certaine hésitation initiale de ma part. Alors que tout le monde se rassemblait autour de la table dans le verger, j'ai regardé ce groupe improbable
Des gens que le destin avait réunis à travers des circonstances qui semblaient initialement seulement douloureuses, mais qui ont fini par créer des liens significatifs. Marianne a levé son verre pour un toast. À ma mère Hélène, qui nous a appris que certains rêves sont si importants qu'il vaut la peine de se battre pour eux de toutes ses forces. Qui nous a montré qu'établir des limites n'est pas de l'égoïsme, mais de l'amour-propre. Et qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir sa propre force. Alors que tous levaient leurs verres, j'ai senti une profonde émotion m'envahir. Le chemin avait été difficile, plein de surprises désagréables et de défis que je n'aurais jamais imaginé affronter à 65 ans. Mais en regardant ma famille élargie, non seulement par les liens du sang mais par des liens de respect et de soutien mutuel, j'ai réalisé que j'avais reçu bien plus que la simple maison dont j'avais tant rêvé. J'avais reçu un nouveau départ, une seconde chance de vivre authentiquement, en établissant des limites saines et en cultivant des relations basées sur le vrai respect et non sur des obligations vides ou des manipulations émotionnelles. Mon livre, L'âge de la résistance. Comment protéger ses rêves et sa dignité au troisième âge, a été publié à l'automne de cette année-là. Il n'est pas devenu un best-seller national, mais il a trouvé son public. Des personnes âgées cherchant l'inspiration pour défendre leur autonomie, des professionnels travaillant avec des aînés, des familles cherchant à mieux comprendre les besoins et les droits de leurs proches plus âgés. Les discussions et les séances de conseil au centre communautaire ont continué, maintenant complétées par un petit groupe de soutien pour les personnes âgées confrontées à des pressions familiales. Nous avons appelé le groupe Voix de l'expérience, un nom qui reconnaissait non seulement la vulnérabilité qui vient avec l'âge, mais aussi la sagesse et la valeur que nous accumulons au fil des décennies. Un après-midi, en rentrant d'une de ces sessions, j'ai trouvé Chloé assise sur la terrasse de ma maison, m'attendant. À 10 ans maintenant, elle était devenue une enfant observatrice et sensible, cherchant fréquemment ma compagnie pour des conversations qui surprenaient par leur profondeur. « Mamie », a-t-elle commencé, dès que je me suis assise à côté d'elle. « À l'école, la maîtresse a demandé qu'on écrive sur notre héros. Est-ce que je peux écrire sur toi ?» La question m'a prise par surprise, provoquant une boule dans ma gorge. Moi, ma chérie, je ne suis l'héroïne de personne. Juste une vieille têtue qui ne voulait pas abandonner son coin de paradis. Elle a secoué la tête avec conviction. Ce n'est pas vrai. Tu as montré que même quand les gens essayent de te faire croire que tu ne mérites pas quelque chose, tu peux te battre pour ce qui est à toi. C'est ça, être une héroïne. Well, je l'ai serrée dans mes bras, incapable de répondre avec des mots. Comment expliquer à une enfant que le véritable héroïsme se trouvait chez des gens comme sa mère, qui avaient eu le courage de reconnaître la manipulation et de repartir de zéro, ou chez tant de personnes âgées que je rencontrais au centre communautaire, confrontées à des défis bien plus grands que les miens, avec dignité et persévérance. « Si tu veux écrire sur moi, j'en serai honoré », ai-je finalement répondu. Mais souviens-toi que la véritable héroïne de notre histoire, c'est ta mère, qui a eu le courage de recommencer et de construire quelque chose de nouveau pour vous. Chloé a souri, satisfaite de ma réponse. « Je peux écrire sur vous deux ?» La maîtresse a dit qu'on peut avoir plus d'un héros. Les saisons ont continué leur cycle implacable. L'hiver est arrivé avec des matins froids et des brumes qui enveloppaient la maison comme un manteau protecteur. Les soirs les plus glacials, nous nous asseyions autour de la cheminée. Parfois, juste moi et mes pensées, d'autres fois avec Marianne et les filles, partageant des histoires et planifiant l'avenir. Un de ces plans a commencé à prendre forme concrète avec l'arrivée du printemps. L'idée a germé lors d'une des réunions du groupe Voix de l'expérience, lorsque plusieurs participants ont exprimé le désir de vivre dans un endroit comme ma maison, mais craignaient l'isolement et les défis pratiques. « Et si nous créions une communauté ?» a suggéré Marie, la dame qui m'avait contacté après la table ronde. Pas une maison de retraite, mais un endroit où des personnes âgées indépendantes pourraient avoir leur propre maison, mais assez proche pour un soutien mutuel. L'idée a fortement résonné en moi. En discutant avec Vanessa, Paul et Marianne, nous avons commencé à élaborer un concept de hameau senior, de petites maisons adaptées pour l'accessibilité, avec des espaces communs pour la socialisation, des potagers communautaires et un système de soutien mutuel qui permettrait aux résidents de maintenir leur indépendance sans l'isolement que beaucoup craignaient. On pourrait utiliser une partie du nouveau terrain, a suggéré Marianne. La zone proche de la route principale serait parfaite, accessible, mais sans interférer avec ta vie privée. Le projet a grandi rapidement, attirant l'attention d'investisseurs sociaux et de la municipalité,
qui y ont vu une solution innovante au vieillissement de la population de la région. Avec l'aide de Paul pour les questions juridiques, de Vanessa pour les aspects sociaux et d'un architecte spécialisé dans la conception pour seniors, les plans de la Villa Résistance ont commencé à prendre forme. J'aime le nom, a commenté Marie lors d'une des réunions de planification. Il nous rappelle que bien vieillir est un acte de résistance dans une société qui essaie de nous rendre invisibles. Au milieu de tous ces développements, j'ai reçu un appel surprenant d'Édouard. C'était la première fois qu'il me contactait directement depuis sa visite. « Madame Dubois, a-t-il commencé, hésitant, j'espère ne pas vous déranger. »« Vous ne dérangez pas, Édouard. Que puis-je faire pour vous ? » En fait, j'appelle pour offrir mon aide. J'ai entendu parler du projet de la Villa Résistance par les filles. Je travaille maintenant dans le développement de systèmes et j'ai pensé que je pourrais contribuer en créant une plateforme numérique pour connecter les résidents entre eux et avec les services locaux. L'offre m'a complètement prise par surprise. Pourquoi feriez-vous ça ? Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Parce que j'ai besoin de faire quelque chose pour compenser le mal que j'ai causé, pas seulement à vous ou à Marianne, mais pour restaurer mon propre sens de la dignité. Et parce que c'est un projet qui profiterait à des gens comme mes propres parents, qui vieillissent maintenant sans avoir planifié correctement. Après avoir consulté Marianne et les autres personnes impliquées dans le projet, nous avons accepté l'offre d'Édouard. Il serait un collaborateur à distance, développant le système numérique sans implication directe dans la gestion du projet. C'était un petit geste de réconciliation. Pas complète peut être jamais, mais une reconnaissance que les gens peuvent changer et que la réparation, même imparfaite, a de la valeur. Lorsque le 3e anniversaire de mon déménagement est arrivé, nous avons célébré non seulement mon parcours personnel, mais aussi le début des travaux de la Villa Résistance. La cérémonie de pose de la première pierre a rassemblé des gens de toute la région, des personnes âgées pleines d'espoir, des familles solidaires, des professionnels dévoués à la cause. J'ai été invité à faire un bref discours, quelque chose qui m'aurait terrifié quelques années auparavant. Mais maintenant, avec la confiance qui vient de l'expérience vécue et la certitude de ma propre valeur, je me sentais à l'aise devant le petit public. Quand j'ai acheté cette maison à 65 ans, je pensais chercher un endroit pour me cacher du monde, ai-je commencé. Un refuge où je pourrais enfin vivre en paix, sans les exigences des autres. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je commençais en réalité le voyage le plus important de ma vie. J'ai regardé les visages autour de moi, Marianne, les filles, Paul, Vanessa, Jean, Marie et tant d'autres qui étaient devenus partie intégrante de ma vie ces dernières années. Le vrai cadeau de ma retraite n'a pas été la solitude que je cherchais, mais la communauté que j'ai trouvée quand j'ai enfin appris à établir des limites saines. Quand j'ai compris que me valoriser n'était pas de l'égoïsme, mais le fondement nécessaire à des relations authentiques. J'ai montré la maquette de la future Villa Résistance, exposée près du site de la cérémonie. Ce projet représente tout ce que j'ai appris au cours de ce voyage. Que l'indépendance ne signifie pas l'isolement. Que vieillir avec dignité est un droit, pas un privilège. Et que même dans nos années d'or, nous pouvons encore créer, construire, transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Le petit public a applaudi chaleureusement. J'ai remarqué des larmes dans les yeux de beaucoup, non pas de tristesse mais de reconnaissance, d'espoir et de possibilité. Plus tard ce soir-là, alors que tout le monde célébrait avec de la nourriture et de la musique dans la grande clairière que nous avions préparée, j'ai trouvé un moment de tranquillité sur la terrasse de ma maison. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de teintes orange et rose, les mêmes couleurs que j'avais admirées ce premier jour, 3 ans auparavant. Léa, maintenant âgée de 15 ans et montrant les signes de la femme forte qu'elle deviendrait, m'a trouvé là. « Ça va, mamie ? Tu as l'air pensive. »« Je vais très bien, ma chérie. Je réfléchis juste à la façon dont la vie prend des tournants inattendus. » Elle s'est assise à côté de moi, observant toutes les deux le coucher du soleil dans un silence confortable. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, mamie ?» a-t-elle finalement demandé. « Ce n'est pas seulement que tu as défendu ton rêve. C'est que tu as permis qu'il grandisse et change, qu'il inclue d'autres personnes. » Morphing. To cross every bees. Ces mots m'ont profondément touché par leur sagesse, au-delà de son âge. C'est peu, être ça, ce que signifie vraiment bien vieillir, ai-je répondu après un moment. Non seulement s'accrocher à ce que nous avons prévu, mais rester ouvert à de nouveaux rêves, à de nouveaux commencements. Comme la Villa Résistance, a-t-elle observé. Exactement. Un rêve que je n'aurais jamais imaginé avoir,
né de circonstances qui semblaient initialement seulement douloureuses. Have you known? Nous sommes restés assises là jusqu'à ce que les premières étoiles commencent à apparaître dans le ciel nocturne, témoins silencieux du voyage improbable qui m'avait amené jusqu'ici. Ce n'était pas la retraite tranquille que j'avais imaginée pendant ces longues années de garde à l'hôpital. C'était quelque chose de plus complexe, de plus stimulant, de plus riche en expériences et en liens humains que je n'aurais jamais pu le planifier. La maison que j'avais défendue avec tant de détermination n'était plus seulement un refuge du monde, mais un point de départ pour une nouvelle phase d'engagement avec lui, à mes propres conditions, avec des limites claires et un but renouvelé. Alors que j'observais les lumières de la célébration au loin, avec le son distant des rires et des conversations, j'ai ressenti une profonde gratitude. Pour Marianne et son courage, pour les filles et leur vision fraîche du monde, pour chaque personne qui avait croisé mon chemin ces dernières années, contribuant à la tapisserie riche et complexe que ma vie était devenue. Et j'ai même ressenti de la gratitude pour la crise qui avait failli tout me coûter, car sans elle je n'aurais pu être jamais découvert la force qui avait toujours existé en moi, attendant juste le bon moment pour s'épanouir. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué. Ah, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.